Ok. Merci, merci Eric. Bonjour à tous qui avaient décidé de choisir de venir participer à ce webinaire. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous plusieurs années de compilation d'informations sur cette question des flux financiers illicites. Comme il a dit Eric, je m'appelle Idriss Linge. Je suis principalement journaliste financier pour l'agence Ecofin. C'est un site d'information sur l'économie et la finance africaine. Mais dans le même temps, je suis depuis quelque peu producteur d'un podcast francophone au profit de Tax Justice Network, qui est l'une des organisations, elle est basée à Londres, et c'est l'une des organisations qui travaille activement à la question des flux financiers illicites. Donc, tout de suite, je vais y aller avec l'articulation de la présentation. Donc, nous aurons des questions de contexte et par la suite, nous répondrons à la question qu'est-ce qui engendre les flux financiers illicites en Afrique? Comment est-ce qu'elles sont combattues? Et quelle est l'efficacité des moyens? Et puis, nous allons partager avec vous quelques outils qui ont été développés par Tax Justice Network pour lutter contre les FFI. Et enfin, on va donner quelques petites recommandations pour la coalition Publish What You Pay. Alors, le contexte qu'il faut comprendre, je pense beaucoup d'entre vous, vous le savez déjà, au cours des 50 dernières années, de nombreux rapports estiment que l'Afrique a perdu un peu plus de 1000 milliards sous forme de FFI. Ce chiffre est à peu près équivalent au montant de l'aide publique au développement qui a été reçu par l'Afrique sur la même période. Donc aujourd'hui, on estime que l'Afrique paie pratiquement 50 milliards de dollars. Et la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure est-ce que le secteur extractif est concerné. Alors, les questions fondamentales seront celles de savoir qu'est-ce qui engendre les FFI dans le secteur des industries extractives, quels sont les outils et mécanismes qui existent et quelle pourrait être la valeur ajoutée de Publish What You Pay. Alors, qu'est-ce qui engendre les flux financiers dans le secteur des industries extractives? Il y a deux principales causes. Il y a des facteurs qui exposent l'Afrique, enfin, qui exposent l'Afrique comme le reste des pays du monde au FFI, au développement des FFI. Mais certains facteurs jouent un rôle beaucoup plus important pour ce qui est de la région. Donc, les facteurs qui sont globalement favorables au développement des FFI sont, et vous les connaissez, l'érosion de la base imposable et le transfert des bénéfices, qu'on appelle les BEPS, l'industrie de l'évitement fiscal, notamment avec le rôle des banques, les centres financiers, les cabinets de conseil en droit et d'audit comptable, et aussi la prolifération de juridictions qui entretiennent le secret financier, comme les îles Caïmans, l'île de Jersey et tout le reste. Donc, si on revient sur l'érosion de la base imposable et le prix des transferts des bénéfices, on va se rendre compte, par exemple, qu'il y a l'érosion de la base d'imposition par l'utilisation des paiements d'intérêts intra-groupe. Hein, c'est-à-dire qu'une entreprise minière qui est la filiale d'un groupe basé en Suisse obtient un prêt et décide de rembourser les intérêts et à des taux parfois qui ne sont pas contrôlés par le pays d'exploitation. Nous avons la sous-traitance, on a débattu très longtemps dessus. Nous avons les actifs incorporels. Il y a surtout les abus via les prix de transfert, la minoration de la valeur des ventes, c'est-à-dire qu'on vend le minerai à un prix beaucoup plus faible afin de payer des taxes beaucoup moins importantes, la majoration de la valeur des achats d'intrants afin d'augmenter les charges financières, les charges de dépenses et de réduire la base imposable et l'application d'un régime d'amortissement accéléré. Pour ce qui est de l'industrie de l'évitement fiscal, on va parler ici principalement du rôle des cabinets de conseil juridique. Et vous les avez là à l'écran avec moi. Si vous regardez, il y a Ernst Young, KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers,
En général, les personnes qui travaillent dans ces cabinets se retrouvent après à travailler pour l'État et vice-versa, ce qui crée une collusion. Ces cabinets jouent le rôle des conseils pour les firmes multinationales, mais elles font aussi du lobby auprès des États, auprès des parlements des États, afin de toujours avoir des fiscalités plus avantageuses. Et enfin, elles peuvent aussi jouer le rôle de conseil pour les États. Donc, aujourd'hui, le troisième point, c'est la prolifération des juridictions qui entretiennent le secret financier. Il y a notamment le manque de transparence et les lacunes dans la législation d'incitation. Et aussi, il y a que le secteur des industries extractives a une faible capacité, enfin les États africains ont une faible capacité de négocier en matière de contrats extractifs. Dans la plupart du temps, les pays africains négocient très souvent à l'avantage des multinationales pétrolières ou minières. Maintenant, si on revient sur les facteurs spécifiques à l'Afrique, j'ai envie de dire qu'il y a déjà une architecture institutionnelle fragilisée, il y a l'agressivité de certains pays, le jeu trouble des pays riches, la compétition fiscale aveugle pour attirer les investisseurs. Pour ce qui est de l'architecture institutionnelle fragilisée, d'emblée, il y a le manque de volonté politique des décideurs dans leurs arbitrages. Il y a la faible capacité de négociation et de mise en œuvre, le manque de compétences techniques. Parfois, on négocie des contrats, mais après, on ne peut pas suivre. Il y a aussi la faiblesse des moyens techniques des OSC, la société civile que nous sommes, que vous êtes, pour effectuer efficacement le suivi. Il y a la faible connaissance que les médias ont des enjeux liés à la fiscalité minière. Et puis, il faut dire que pour les pays francophones, il y a une faible compréhension de l'anglais, qui malheureusement est la langue de travail des acteurs du secteur et qui est utilisée sur les marchés financiers où sont cotées les entreprises partenaires à l'exploitation des mines dans le pays. Alors, parlons de l'agressivité de certains pays développés. Vous êtes sans ignorer que beaucoup de pays négocient et obtiennent des accords fiscaux avantageux. La France et la Grande-Bretagne se sont illustrés parmi les pays de l'OCDE. Ils ont obtenu le plus d'accords fiscaux avantageux. On ne reviendra pas assez sur le scandale au Niger avec la bataille pour des clauses de stabilité par un pays comme la France qui a le PIB du Niger multiplié par 100. Il y a aussi le recours à des juridictions à fiscalité avantageuse comme pays de résidence. Récemment, vous avez entendu parler du Mauritius Leaks, qui a mis en évidence le fait que l'île Maurice, parce qu'elle avait une fiscalité avantageuse, avait tendance à servir de rampe de lancement pour des entreprises qui venaient en Afrique avec des accords de non-double taxation et ne payaient pas d'impôts. Et le scandale de MTN et le scandale d'autres sociétés minières aussi, hein. Je vous invite à lire ce Mauritius Leaks, est assez illustratif. Enfin, pour ce qui est de l'agressivité, nous avons effectivement le recours aux grands cabinets conseils qui font énormément de lobbying.
Euh, Désolé, on a eu juste un petit souci technique. Il y a de gros problèmes de courant au Cameroun, effectivement. Si on payait bien les impôts, si les multinationales payaient bien leurs impôts, peut-être qu'on n'aurait pas ces problèmes. Donc vraiment désolé. Là, je suis revenu. Je disais, si vous suivez le PowerPoint avec moi, qui est l'agressivité de certains pays développés, ces pays négocient et obtiennent des accords fiscaux avantageux. Vous vous rappelez du scandale au Niger avec Areva, qui voulait se maintenir à des clauses de stabilité vieilles de 50 ans et qui privent un pays comme le Niger, qui a très peu de ressources, de l'argent dont il aurait besoin pour financer son développement. Il y a aussi le recours aux juridictions à fiscalité avantageuse comme pays de résidence pour les multinationales. Si vous allez dans des pays, enfin si vous allez dans l'île de Jersey, les îles Caïmans, vous allez trouver pas mal d'entreprises minières qui opèrent en Afrique et qui ne payent pas d'impôts. Et généralement, ils bénéficient des accords de non-double imposition pour pouvoir rapatrier là-bas les bénéfices ou alors des ressources financières qui auraient pu nous servir. Enfin, il y a le recours aux grands cabinets de conseil, les Big Four, j'en ai parlé un peu plus haut, qui font énormément de lobbying, soit en termes de formation, vous savez, de soft power, soit en termes de formation, soit en termes de pression, pour toujours obtenir plus de fiscalité avantageuse. Et je vous invite donc, pour ceux qui n'ont pas été informés, d'aller chercher dans le Mauritius Leaks. C'est très intéressant. C'est une découverte du ICIG, le Consortium international des journalistes d'investigation, et qui a mis en évidence près de 200 000 dossiers qui montrent très bien comment l'Afrique a été victime des abus fiscaux via des paradis fiscaux. Donc, vous voyez, par exemple, là, vous allez avoir le temps de regarder tout ça, mais vous avez le nombre d'accords fiscaux que l'île Maurice a eu avec beaucoup de pays africains. Vous voyez, ils ont par exemple des accords fiscaux qui font qu'on paye 5 à 10% de taxes seulement. Donc, l'Afrique est totalement perdante avec le jeu de ces paradis fiscaux. Enfin, nous avons le jeu trouble de certains pays riches dans la lutte contre l'évasion fiscale. Parce que ce qui est clair, c'est que l'évasion fiscale n'est pas seulement un problème africain, c'est aussi un problème européen. Mais l'Afrique est la partie du monde qui souffre le plus de cette évasion fiscale. Euh, et pourquoi? Et pourquoi? Parce que, évidemment, quand les pays riches, quand les entreprises multinationales volent de l'argent, enfin, font des abus fiscaux, cet argent est logé dans des comptes bancaires, dans des paradis fiscaux, mais qui sont en fait dans des pays de l'OCDE. Quand vous voyez l'île de Jersey, tous les paradis fiscaux aux États-Unis, Singapour, en fait, c'est les mêmes pays qui en bénéficient. Au final, l'argent leur sert à eux et pas aux Africains. Et vous avez aussi le fait que le produit de la corruption, partie intégrante des flux financiers illicites, sont déposés dans les filiales des banques ou alors les banques qui sont incorporées dans ces pays. Donc ces pays ne jouent pas franc jeu et sont constamment en train d'accuser la corruption en Afrique, mais n'accusent pas leur rôle en tant que facteur de, 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 de corruption. Petit problème technique encore, le temps d'arranger ça. Voilà, c'est parfait. Enfin, nous avons la compétition fiscale. Beaucoup de pays africains sont dans la compétition fiscale. Ils disent qu'ils veulent attirer les investisseurs. Mais en réalité, quand on regarde les chiffres, moi je les ai, l'Afrique n'a pas attiré plus d'investisseurs que ça parce qu'elle a baissé la fiscalité. On s'est même parfois rendu compte que dans des pays extrêmement compliqués, comme la RDC, les investissements ont augmenté en 2018. Parce qu'il n'y a pas besoin de fiscalité avantageuse. La RDC a adopté un code minier qui impose plus de paiements encore. Donc la compétition fiscale tue l'Afrique. Alors, comment les flux financiers licites sont combattus et qu'en est-il de l'efficacité de ces moyens? Donc, on va aborder le sujet en deux temps, les mécanismes qui visent à combattre directement les abus fiscaux et les outils qui ont pour but de rendre complexe le processus de commission des abus fiscaux. Parce qu'on peut combattre directement les abus, mais on peut aussi prévenir la commission des abus. Alors, pour ce qui est du combat direct des abus,
Nous avons les actions qui ont été menées dans le cadre du projet BEPS par l'OCDE. Nous avons aussi la volonté qu'il a ce qu'on appelle le arm's length, ce qu'on appelle la conformité du prix de transfert au principe de la pleine concurrence. C'est des choses qui ont été développées pour qu'on n'ait pas de transfert des prix. Nous avons aussi la fixation des prix administrés dans certains pays. Il y a des pays qui ont fixé des prix pour leurs ressources afin de ne pas perdre un centime. Enfin, nous avons assisté en Afrique, si vous le suivez, à des réformes législatives des codes miniers et l'uniformisation des contrats miniers. Ça, il faut le dire que c'est en partie grâce à la société civile aussi, notamment Bobby Schwartzoupe, qui a poussé très loin les États dans leur retranchement pour qu'ils puissent améliorer les codes miniers. Lorsqu'on parle des outils qui rendent complexe la réalisation des abus fiscaux, nous allons parler justement de l'action de la société civile internationale. Je vais vous citer quelques-unes. Il n'y a pas besoin de tout payer, il y a vous. Il y a aussi ActionAid, Oxfam, Global Financial Integrity, ICIG, Finance Uncovered, NLGI. Il y a aussi Tax Justice Network, évidemment. Il y a les organisations internationales telles que la Banque mondiale, oui, la BAD, et de plus en plus le FMI. Et à ce propos, je vous invite à lire le magazine Finance and Development du FMI qui aborde la question des paradis fiscaux avec beaucoup d'intérêt. Ce serait quelque chose d'intéressant à regarder. Alors, je vais vous parler aussi de quelques petits outils qui ont été développés par Tax Justice Network pour lutter contre les flux financiers illicites. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que dans le cadre de notre outil qu'on appelle le Financial Secrecy Index, qui est l'indice d'opacité financière, qui mesure un peu le fait qu'un pays puisse être favorable au FFI, on a estimé qu'entre 21 000 et 32 000 milliards de dollars de richesses mondiales sont logés dans les territoires avec l'opacité financière. Donc, vous imaginez ce qu'on peut perdre en termes de fiscalité dans ces pays-là. Alors, l'indice d'opacité financière permet de voir dans quelle mesure la législation d'un pays l'expose au développement des flux financiers illicites. Et on s'est rendu compte que les premiers pays africains, on retrouve le Kenya, le Libéria, l'île Maurice, l'Afrique du Sud. Il y aura un nouvel indice qui va être publié bientôt et on aura l'occasion de voir plusieurs autres pays africains. Donc, vous avez là la carte de l'indice d'opacité financière. Vous savez, ils nous accusent, nous les Africains, d'être des pays opaques, mal gouvernés. Mais regardez ce qui cache le plus le secret financier. C'est les États-Unis, le Canada, la Russie, la Chine, la France. Ils nous accusent, nous, d'être mal gouvernés. Et or, le problème, c'est eux, parce que c'est leurs entreprises qui viennent prendre nos ressources et partent cacher chez eux, et on ne peut même pas les traquer. Donc ça, c'est une carte que vous devez garder à l'esprit. L'Afrique, elle est toute blanche, parce que nous, de toute façon, on est des gars plus transparents qu'on le croit, quoi qu'on dise. L'autre outil que nous avons, c'est l'outil de mesure des risques, du risque de vulnérabilité d'exposition puissance initiale. Alors ça, c'est très important. Pendant longtemps, on a parlé des flux financiers des sites de l'Afrique, mais on n'a pas souvent essayé de comprendre comment est-ce qu'un pays est le plus exposé à des risques de flux financiers illicites. Donc, Tax Justice Network a développé cet outil que nous pourrons partager avec vous. C'est très intéressant. Ça vous permettrait aussi, dans le cadre de votre travail de suivi, de pouvoir voir si votre pays, quels sont les points de faiblesse de votre pays respectif en matière de flux financiers illicites. Et vous serez très surpris des résultats et je suis sûr que ça fera avancer vos travaux. Enfin, nous avons l'indice de paradis fiscal plus société que nous appelons le Corporate Tax Haven Index. Nous avons analysé pratiquement 64 juridictions dans 9 pays africains. Avec ça, vous avez la possibilité de regarder qui sont les partenaires financiers de vos pays respectifs. Par exemple, il n'y a aucune raison d'être content parce que nous avons des accords commerciaux avec les Émirats arabes unis ou l'île Maurice. Ce sont les pays qui ont été les plus agressifs en matière de conventions fiscales avantageuses pour eux et désavantageux pour l'Afrique. Et comme vous le voyez très bien au bas de la page, la France et le Royaume-Uni sont les pays de l'OCDE les plus agressifs et ils ont signé des contrats fiscaux tellement avantageux pour eux. Vous imaginez que le Niger, qui a un PIB de peanuts, c'est-à-dire des arachides,
qui signent des accords fiscaux qui donnent des cadeaux fiscaux à la France. Mais qu'est-ce que la France, 2800 milliards de dollars de budget, a à faire avec des cadeaux fiscaux que peut lui offrir le Niger, qui ne parvient même pas à nourrir la moitié de sa population? Ou bien la Guinée-Conakry. Qu'est-ce que la France en a fait, en a besoin? Donc c'est un indice très important qu'il faudra suivre. Alors, que peut faire de plus la coalition Publish What You Pay? Nous pensons vraiment que déjà Publish What You Pay est une organisation, une coalition pionnière. Vous avez mis la main sur le plan des mauvaises pratiques et vous nous avez permis d'ouvrir les yeux. Et aujourd'hui, nous pensons qu'effectivement, vous pouvez aller plus loin. Ce que nous, on a envie de vous dire, c'est que vous devez plaider pour que les entreprises, désormais, au-delà de publier ce qu'elles ont payé, puissent motiver ces paiements. Vous voyez, parce que les entreprises vous disent, oui, j'ai payé tant, mais après, parfois, on leur dit, mais qu'est-ce qui nous garantit que ce que vous avez payé, c'est ce qu'il aurait fallu que vous payiez effectivement? Sur la base de quoi? On constatera que ça peut être sur la base d'un accord fiscal avantageux. Il pourrait dire que c'est un abus fiscal, même si c'est légal. On pourra voir que c'est sur la base d'un code minier faible. Ça sera un abus fiscal, même si c'est légal. On pourra voir que c'est parce qu'ils ont traité avec un dirigeant corrompu qui, au nom de la légitimité populaire, a pris les mauvaises décisions. Il faudra bien suivre cela. Nous devons aussi suivre les engagements fiscaux et tout autre paiement disponible pour permettre une grande lisibilité. Parce que on s'est rendu compte, par exemple, moi j'ai visité beaucoup d'endroits au Cameroun, où on vous dit qu'on a construit un hôpital et vous y arrivez, c'est une case. Il n'y a même pas une piqûre, même pas un guérisseur traditionnel, alors que c'était un hôpital au départ. Alors, Publish What You Pay doit aussi exiger que les multinationales et les États publient des rapports conciliés de paiements fiscaux. Au-delà de l'EITI, qui fait un très bon travail, Publish What You Pay doit demander que ces gens-là publient des rapports conciliés. C'est-à-dire qu'on voit la fiscalité payée par Glencore et on voit très bien la fiscalité reçue par les États, par le Congo par exemple ou le Tchad. Enfin, il est question on vous encourage à Publish What You Pay à rallier le mouvement international visant à mettre une fiscalité unitaire. Parce que même si les gens payent et vous disent ce qu'ils ont payé, tant qu'ils payent sur des mauvaises bases, l'Afrique sera toujours perdante. Ils vous diront, nous avons payé, nous avons publié, alors qu'en réalité, ils payent sur des mauvaises bases. Mettons par exemple qu'ils doivent payer sur une base de 100 et qu'ils payent sur une base de 10, ils vous publieront avec joie ce qu'ils ont payé, alors qu'en réalité, ils nous ont ruinés. Donc, je vous remercie et je vous invite à consulter, malheureusement c'est en anglais, le site Tax Justice Network. Avec Publish What You Pay, on vous partagera souvent le podcast en français, qui est un podcast que nous produisons pour plus parler de flux financiers illicites. Mais c'est aussi un podcast où vous pouvez contribuer avec vos rapports. Nous, on est très ouverts à les recevoir. Vous pouvez aussi consulter les sites web qui sont aux adresses que nous avons indiquées sur le PowerPoint. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez en savoir davantage. Je vous remercie. Merci Idriss. C'est dommage que les micros soient fermés. Je suis sûr que tu aurais eu un tonnerre d'applaudissements parce que moi j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Alors, malheureusement, je n'ai pas. On va dire que soit tu as été trop clair, très clair, à telle enseigne que nous n'avons pas de questions, tu n'as pas de questions. Voilà. Ou alors, c'était trop compliqué. Et on a eu de la peine à te comprendre, à comprendre la quintessence du message que tu voulais passer. Alors, la chatbox reste ouverte. Donc, pour ceux qui voudront poser des questions à Idriss, n'hésitez pas à le faire. La chatbox, on va lui accorder 60 secondes si des personnes veulent poser des questions. Sinon, nous allons passer à notre second intervenant de la journée de venir également partager avec nous son expérience sur la question des flux financiers illicites, mais cette fois-ci
en nous partageant un cas pratique, une expérience, un vécu. Alors, nous avons Kavan qui a qui a une remarque, plus qu'une question. Oui, Kavan, nous prenons quelle est ta remarque? Ok, nous avons Demba qui propose que nous prenions les deux et ensuite on passe aux questions. Ok, donc euh, posez vos questions dans la chat box, posez vos questions, vos remarques, Kavan, posez vos questions, vos remarques. Et nous allons demander donc à Jean de nous rejoindre et de venir et partager son expérience. Et puis nous reviendrons pour la phase des questions. C'est bon? Ouais. Merci. Alors, je m'en vais vous introduire Monsieur Jean Balambala. C'est le coordinateur du CRADEC, qui est par ailleurs membre du réseau Tax Justice Network et de Public que vous payez Cameroun. Également membre du groupe multipartite ITE Cameroun, dans lequel il siège en tant que représentant de la société civile. Alors, Jean va en 10-15 minutes maximum. Il n'a pas de PowerPoint, il n'a pas pu avoir un PowerPoint pour des raisons techniques de dernière minute. Nous nous en excusons pour cela. Il va partager avec nous son expérience sur une question, la question des flux financiers licites. Il a avec nous deux documents à partager. On vous enverra les versions électroniques juste après ça. Les versions électroniques. On vous envoie les versions électroniques et vous pourrez les télécharger. Donc, Jean, je te laisse la parole. Merci beaucoup, cher camarade Publish What You Pay. À la suite d'Idriss qui vous a présenté les méandres des flux financiers illicites, j'aurais, avec beaucoup de modestie, présenté ici deux expériences sur les cas de flux financiers illicites qui peuvent être observés au niveau du continent africain. Par rapport à ça, nous avons développé une étude sur les exonérations fiscales dans le secteur minier au Cameroun. Et nous sommes focalisés sur un potentiel de contrat avec CamIon, qui est l'une des conventions, j'allais dire, les plus citées au Cameroun en termes de potentialité de revenus fiscaux. Mais nous nous sommes posé la question au départ, qu'est-ce que le Cameroun gagnerait dans cette convention? Et en 2016, nous avons fait cette étude pour découvrir in fine que la convention CamIon avec le gouvernement camerounais dans l'exploitation du fer de Mbalam était tout simplement une convention, comme l'a dit tout à l'heure Idriss, qui n'avait véritablement pas d'avantage en rapport avec ce que le gouvernement camerounais attendait. Et l'évaluation que nous avons faite par rapport à ça démontrait que CamIon, au terme de son exploitation, devrait présenter une perte à peu près de 850 milliards de dollars. Je dis bien 850 milliards de dollars au gouvernement camerounais sur une vingtaine d'années d'exploitation. Vous vous rendez compte, ça c'est au niveau des négociations, et Idriss vous l'a révélé tout à l'heure. Et par rapport à ça, cette disposition ne prévoyait véritablement pas un encadrement dans le sens de pouvoir suivre ce que pouvait générer cet accord en termes d'exonération fiscale dans l'exploitation du fer de Mbalam. Vous comprenez donc qu'à ce niveau, dans les négociations, il est possible que nos administrations ne soient pas à la hauteur de pouvoir négocier et avoir un avantage comparatif par rapport à l'exploitation de nos ressources. Et bien évidemment, ça va faire l'objet de communication, je dirais politique, véritablement à grand renfort. Mais au fond, ceci ne bénéficie pas officiellement et de manière tout à fait logique aux populations camerounaises. Le deuxième point que je vais soulever, c'est celui, vous avez certainement suivi,
la société civile kenyane, et en particulier le réseau Tax Justice Network Africa, qui est basé à Nairobi, avait entrepris un recours en justice face à une situation que le gouvernement et le Parlement kenyan entreprenaient dans le sens de signer une convention de double traité de convention avec l'île Maurice. Et Idriss l'a évoqué tout à l'heure. C'est une juridiction, un pays très agressif qui prête beaucoup d'avantages en termes de fuite, en termes de flux financiers illicites. Et le gouvernement kenyan a dû être, renoncer ou alors complètement, comment je peux dire ça? C'est-à-dire que la cause est revenue à la société civile kenyane qui avait dénoncé cet accord de double taxation au niveau du Kenya et de l'île Maurice. Et ceci était dans l'optique de placer ou d'installer un marché financier en Afrique de l'Est qui serait une place, je ne veux pas dire boursière, mais dans laquelle il y aura un certain nombre d'opérations, mais qui n'étaient pas à l'avantage du gouvernement kenyan. Ça aussi, ça démontre à quel point il y a une certaine prise de conscience au niveau de la société civile africaine et qui commence à attaquer ces questions avec tous les outils que Idriss nous a présentés tout à l'heure et qui peuvent véritablement aider dans le sens d'améliorer la transparence, dans le sens de réduire l'opacité dans les marchés financiers, dans les transactions financières au Cameroun. Je vais conclure par là pour dire tout simplement qu'à notre niveau, nous pensons qu'au niveau de Publish What You Pay, par exemple au Cameroun ou alors en Afrique francophone, comme nous l'avons certainement dit lors de notre rencontre à Abidjan, il est temps que la société civile africaine prenne le problème des flux financiers à bras le corps, parce que nous nous rendons effectivement compte que les États ou nos économies perdent beaucoup de ressources, alors que les multinationales, à travers un ensemble de mécanismes et de pratiques qui ont eu cours pendant un bon bout de temps, sucent ou alors exploitent les ressources naturelles africaines au détriment de nos économies. Et nous devons nous tenir aux côtés de nos gouvernements, malheureusement, qui sont les nôtres, mais avec lesquels nous devons pouvoir traiter pour attirer leur attention, pour donner des signaux en termes d'alerte et en termes de pistage quand il le faut et arrêter ce phénomène dans la mesure du possible. Voilà ce que nous pouvons présenter sur ces deux cas. Comme l'a dit Eric tout à l'heure, on va mettre à disposition de ces cas-là, le cas de l'île Maurice et puis le Kenya, le gouvernement kenyan, et l'étude que nous avons réalisée dans le cadre des exonérations fiscales avec toutes les possibilités de flux financiers illicites que l'on peut observer. Je vous remercie. Alors, merci Jean, ne nous quitte pas tout de suite. Merci pour ce partage d'expérience. Nous excusons encore pour le souci technique de dernière seconde. Mais c'est deux études très intéressantes, c'est deux rapports super intéressants et qui pourront vous aider dans vos pays respectifs pour essayer peut-être de mener des études également sur la question des flux financiers illicites, qu'est-ce que les États perdent au quotidien, quels sont les arrangements qui existent entre les États et les compagnies et qui ne sont pas toujours de nature à profiter au pays. Donc, nous avons reçu beaucoup de questions pour Idriss. Merci. Alors, si vous avez des questions spécifiques pour Jean, il va nous quitter quelques instants, le temps que Idriss s'installe et viennent apporter des éléments de réponse aux nombreuses questions que vous avez posées. Mais continuez à envoyer vos questions sur le chat box en précisant si elles sont adressées également à Jean, qui se fera également un plaisir de ces questions. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions. Hein. Toutes sont aussi intéressantes les unes que les autres. Oui. Alors, il y a un intervenant, il y a la Marana de la Guinée, qui demande
quelle est la possibilité de lutter contre les sous-évaluations des exploitations? Et il y a une autre question de notre participant qui dit que peut être l'apport de l'ITIE pour la lutte contre les flux financiers illicites? Alors, le temps que tu réponds à ces questions, je continue à noter les autres. D'accord. Non, mais pour notre ami de la Guinée, tu poses une question de fond qui fait l'objet d'une grosse réflexion par plusieurs organisations. Récemment, on assistait à la conférence de Tax Justice Network à Londres et la question a été posée. Aujourd'hui, ce qu'on a tendance à penser, c'est que l'Afrique doit pouvoir tirer avantage des évolutions qu'ont connues les pays pétroliers. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de pays pétroliers ont aujourd'hui atteint un stade où elles parviennent à récolter pratiquement entre 60 et 65% de la valeur de la production en termes de fiscalité pétrolière. Parce que elles ont aujourd'hui appris à contrôler les prix internationaux du baril de pétrole. De toute façon, les prix du baril de pétrole ne se cachent pas du tout. Par contre, c'est un peu plus difficile avec le secteur minier, parce que si je prends par exemple le cas du fer, qui est la principale ressource, ou même de la bauxite, c'est la bauxite, je pense, en Guinée. Si je prends le cas de ces deux minéraux, il n'y a pas toujours un benchmark qui permet à l'État de pouvoir suivre l'évolution des prix. Parfois, ces prix sont identifiés et gérés par des plateformes qui coûtent très cher. Il faut par exemple aller sur le Platts. Et sur le Platts, il faudrait payer un abonnement. Le Platts, c'est la plateforme de Standard & Poor's qui fait des études comparées sur l'évolution des prix des matières premières. C'est généralement des plateformes qui coûtent très cher et c'est difficile d'accès, même pour la société civile. L'autre chose aussi, c'est qu'il faudrait déjà que les Africains forment les cadres africains à comprendre le processus minier. Parce qu'en comprenant le processus minier, on est moins floué par les multinationales sur les techniques. Vous allez par exemple voir une multinationale qui viendra vous dire que oui, je veux réserver 30 pour les charges d'exploration. Alors qu'en réalité, cette exploration aurait pu être faite à des frais beaucoup plus faibles. Donc ça, c'est aussi une façon de pouvoir combattre cela, c'est qu'il faut que les cadres africains puissent être bien formés à l'identification, enfin, à l'identification des charges dans le processus d'exploitation minière. Je vais vous inviter, et je vais vous laisser ça sur le chat box. Il y a une très belle étude qui a été faite par Alexandra Redhead, c'est une Britannique. C'est malheureusement, pardon, excusez-moi, c'est malheureusement encore en anglais, mais essayez de lire cet ouvrage. C'est l'un des ouvrages de référence et c'est titré Comment éviter avec le secteur minier ce que nous avons vécu au départ avec le secteur pétrolier. Donc, je pense que c'est une étude très très bien qui montre très bien comment on peut éviter les sous-évaluations des exportations. Alors, comment est-ce que l'ITIE peut contribuer à la lutte contre les flux financiers? Alors, l'ITIE aujourd'hui, de par son processus qui est en pleine progression, permet déjà d'accéder aux données, aussi bien aux données auditées, aussi bien des États que des multinationales partenaires. Donc, l'ITIE, il faut très très bien lire les rapports ITIE. Ils sont parfois très riches d'informations, aussi bien en termes de sources de données, de sources d'informations, qu'en termes même d'informations déjà traitées. Parce que parfois, le problème quand on veut mener de l'advocacy sur la lutte contre les FFI, c'est que parfois, on ne sait même pas par où commencer pour avoir des données. L'ITIE présente l'avantage d'avoir des données certifiées sur la base de laquelle on peut maintenant aller faire des comparaisons. Par exemple, on peut très bien utiliser les données des revenus des entreprises, des paiements fiscaux des entreprises, pour pouvoir identifier si elles ont donné le juste prix. L'ITIE permet aussi d'évaluer le niveau d'évolution des régulations, des réglementations,
et ça permet de savoir si la base sur laquelle a été fait un paiement fiscal minier a été une base équitable ou bien une base non équitable. Parce que tout est là. Et il n'y a pas que le paiement, il y a aussi la base de paiement. Et en général, le rapport de l'ITU est très dense. Ça permet en même temps de voir la philosophie du gouvernement, aussi des entreprises multinationales, et de pouvoir avoir de bons indicateurs pour mener un plaidoyer plus efficace. Alors, nous avons Billy qui demande, au-delà des études, des rapports qui sont produits, qu'est-ce que la société civile peut faire pour lutter contre les flux financiers illicites? Alors, c'est une très très belle question, mais déjà les études et les rapports sont déjà une très grosse contribution. Parce que malheureusement, en général, la société civile que vous êtes et que nous sommes, je remarque notre collègue qui est en train de marcher, j'espère qu'il ne cherche pas les flux qui ont fui son pays. Donc, en général, la société civile que nous sommes, nous n'avons pas la force coercitive des États. Le gros travail de watchdog, c'est-à-dire de surveillance, le travail d'éclairage, le travail d'information que nous faisons est déjà un très gros boulot. Nous encourageons la société civile pour être plus efficace à se mettre ensemble. Comme par exemple là, Tax Justice Network, qui a produit un ensemble de rapports dont vous n'étiez pas informé, vient partager avec vous et j'espère que les outils que nous vous avons donnés serviront dans vos prochaines batailles. Nous devons nous mettre ensemble. Nous ne devons pas mener des combats séparés parce que nous combattons le même diable. Si nous allons en rang dispersé, il va bien nous massacrer. Et aussi, nous devons continuer peut-être de commencer à éduquer les jeunes générations. Parce qu'il faut dire que actuellement, les pays africains sont gérés par un type de génération et parfois c'est très difficile de leur faire passer le message que nous voulons leur faire passer. Nous pensons que les jeunes générations ont envie d'avoir un continent, un pays qui est celui dans lequel ils peuvent réaliser leurs rêves. Ils sont plus à même d'écouter les messages de sensibilisation que vous leur porterez et qui sait, peut-être demain ils seront aux affaires et pourront constituer la graine que nous avons sémée pour le changement fondamental. Donc, vous faites déjà un gros travail, nous faisons un gros travail, mais évidemment, il faut qu'on le systématise mieux et qu'on se mette ensemble. Alors, nous avons une question d'un intervenant qui faille reviser les traités bilatéraux. Absolument. Absolument, il faut revisiter tous les traités bilatéraux, surtout ceux qui consistaient à accorder des avantages fiscaux. Déjà, c'est une question de bon sens. Ça, quand vous discutez avec les responsables de vos pays, vous devez être ferme sur le sujet. Il est anormal que le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun, le Congo, dont l'ensemble des produits intérieurs bruts réunis n'atteint pas le 1/10 du produit intérieur brut de la France, 288 milliards de dollars, que nous soyons des pays qui accordions des cadeaux. Mais imaginez ça. Imaginez un pauvre type qui prend son argent et donne à un monsieur riche juste pour que le monsieur riche vienne se balader devant sa cour. C'est une question de bon sens. Nous devons pousser nos gouvernements à arrêter avec les traités bilatéraux. Les pays développés où les gens investissent n'ont pas forcément des accords fiscaux avantageux. La fiscalité en France, c'est 53% du PIB. La fiscalité en Suède, c'est 64% du PIB. Aux États-Unis, c'est 35% du PIB. L'Afrique du Sud, c'est 34% du PIB. Ce sont des pays où on investit. Est-ce que vous avez vu les investisseurs fuir la France parce que la fiscalité est élevée? Le problème n'est pas celui de la fiscalité. Peut-être qu'on peut contester l'utilisation des ressources qui est faite. Mais en même temps, si vous avez un problème de 10 000 et qu'on vient de vous donner 2 000, reconnaissez CFA, franc guinéen ou n'importe quoi, reconnaissez que vous ne pourrez pas résoudre le problème. Donc nous ne devons plus permettre aux États de signer des contrats fiscaux bilatéraux. Nous devons peut-être avoir des contrats fiscaux entre l'Afrique et le reste des pays du monde. Et on leur dit, voici comment ça marchera désormais. Par contre, l'Afrique est une fiscalité homogène avec un seuil que tout le monde doit respecter. Actuellement, la moyenne, c'est 34%.
Mais je vous prends le cas d'un pays comme le Cameroun. Le Cameroun ne collecte même pas plus de 17% de PIB, de recettes fiscales. Le Gabon ne parvient pas à faire 18%. Le meilleur pays africain, c'est le Sénégal, 24%. Donc, vous voyez, on est pauvre, mais on refuse de prendre l'argent qui nous revient de droit parce qu'on espère que nos amis étrangers viendront investir chez nous. Ça n'a pas de sens. Nous devrons combattre pour que ça n'arrive plus. Justement, sur cette question, Idriss, il y a un intervenant qui dit, mais si les incitations fiscales ne sont pas toujours un élément important d'attractivité, pourquoi est-ce que les entreprises insistent toujours pour en avoir, pour que ça figure? Ces entreprises insistent parce que c'est des voleurs. Les entreprises sont des voleurs. Elles sont comme des commerçants. Ils sont toujours en train de rechercher le prix le plus faible. Je vais vous dire une chose. Pendant qu'ils viennent négocier ici, allez consulter. Je peux vous envoyer les liens des entreprises cotées sur les marchés financiers. Allez consulter les rapports de ces entreprises. Ces entreprises disent à leurs investisseurs, ne vous inquiétez pas, là où nous vous emmenons, c'est un endroit où même si on vous tire une balle dans la tête, ça n'entrera pas parce qu'il y aura la rentabilité. Elles ont fini de dire ça aux investisseurs. Les investisseurs leur donnent de l'argent pour leurs actions. Et elles viennent en Afrique dire, non, la fiscalité est trop dure, c'est trop compliqué, il faut baisser les taxes. Si les taxes sont trop compliquées, dites à vos États de laisser tomber. Nous vivions très bien quand on ne connaissait pas le fer, quand on ne connaissait pas la bauxite, quand on ne connaissait pas d'autres minéraux. L'Égypte ancienne ne s'est pas développée avec tous ces minéraux-là. L'Afrique aujourd'hui, l'Afrique a d'autres richesses. Nous avons 67% des terres arabes dans le monde. Nous avons 40% des terres de culture biologique actuelles dans le monde. Nous avons la possibilité de développer d'autres choses. Si ça ne les convient pas, qu'ils laissent tomber. Mais la vérité, c'est que ces entreprises ne sont pas sérieuses. Allez regarder les comptes des entreprises, parce que moi, je les regarde, les comptes des entreprises. Quand vous regardez les comptes des entreprises, les charges sont parfois très faibles. Et elles réussissent à faire des marges de pratiquement 10 à 15%. Est-ce que vous gagnez 10 à 15% quand vous travaillez, si on compare les charges que vous avez et les revenus que vous avez? Donc, c'est impossible de dire de laisser les entreprises nous dire que oui, elles ont besoin qu'on baisse les impôts pour qu'elles investissent. Elles ont investi aux États-Unis, est-ce qu'elles ne payent pas d'impôts là-bas? Elles investissent en Australie, est-ce qu'elles ne payent pas d'impôts? Elles investissent en France, est-ce qu'on ne paye pas d'impôts? Donc, ça n'a pas de sens. On ne doit pas accepter ce discours qui est un discours qui nous tire vers le bas. Merci Idriss. J'aimerais ici partager avec toi. Je sais que tu n'as pas la possibilité de lire les commentaires. Alors, un commentaire de Amadou Maïga qui relève le fait que l'objectif d'un investissement, c'est de faire du bénéfice. Et que si nos États n'arrivent pas à capter un maximum collecter suffisamment d'impôts, de recettes, c'est peut-être un problème de gouvernance au sein de nos États. Donc, il faudrait peut-être continuer à améliorer la gouvernance, mais également, comme tu le disais précédemment, continuer à renforcer les capacités des agents de l'administration. Tu l'as dit tout à l'heure, il faut bien connaître le processus pour pouvoir éviter un ensemble d'écueils qui pourraient être à l'origine des évasions fiscales et des flux financiers illicites. Il a raison, Maïga. C'est pour ça que nous avons dit qu'une des faiblesses, une des expositions au FFI, c'est la faiblesse de l'administration fiscale. Mais ce que je veux dire, Maïga, c'est qu'il faut noter que les Américains, par exemple, ont commencé à exploiter le pétrole en 1780. Ils savaient déjà comment on exploite le pétrole. Ça fait des siècles qu'ils exploitent le pétrole. Donc, ils savent quelles sont toutes les failles, les ficelles. Nous, on a découvert ça il y a 60 ans. La mine, c'est pareil. Ces gars exploitent des mines depuis près de 3 siècles. Donc, en droit, je ne sais pas si vous avez fait droit, parce que moi, j'ai fait droit. Moi, en droit, j'ai appris que dans les contrats, il existe ce qu'on appelle le dol. Le dol, c'est quand une des parties co-contractantes est informée de quelque chose dont l'autre n'est pas informé. Et ici, le contrat, celui qui n'était pas informé perd. C'est ce qui arrive avec l'Afrique. Moi, je pense que c'est une question de bon sens, au-delà du droit. Une entreprise comme Glencore, quand vous regardez son bénéfice, c'est l'équivalent du PIB des 2 zones économiques CFA, c'est-à-dire UEMOA et CEMAC, plus la RD Congo. Donc, un pays qui réalise un tel niveau de bénéfice, ne peut-il pas perdre 10% en plus sur ses bénéfices pour payer les impôts dans des pays qui n'ont parfois pas accès à l'eau, à l'électricité? Prenons le cas d'Areva.
Quel est le bon sens? D'ailleurs, Areva est une entreprise publique française. Quel est le bon sens qu'il y a avec Areva à ne pas payer les taxes dans un pays comme le Niger qui n'a pas d'électricité? Le Niger aurait dû être le poumon de l'électrification de l'Afrique parce que le Niger a l'uranium. Mais au lieu de ça, le Niger n'a même pas de lumière. Alors que pendant ce temps, les ménages français payent l'énergie très moins cher et accèdent à tous les services parce qu'ils peuvent avoir l'énergie nucléaire. Donc c'est une question de bon sens, pas une question de droit. Ces gens négocient, c'est ce qu'on appelle en fait, comme a dit une fois un chercheur indien, du greediness. Vous voyez, c'est la gourmandise des multinationales qui veulent gratter le moindre franc CFA. Et nous sommes parfois pas très intelligents de croire qu'on doit comprendre leurs besoins de bénéfices. D'accord, qu'elles fassent des bénéfices, mais après avoir fait les bénéfices, qu'elles sortent quand même 10% de ces bénéfices pour investir en Afrique. Si toutes les entreprises multinationales minières faisaient 10% de leurs bénéfices après avoir payé les impôts et elles reversaient à l'Afrique, nous pourrions mobiliser les 170 milliards de dollars dont nous avons besoin chaque année pour construire nos infrastructures routières sur les 20 prochaines années. Alors, Chris, il y a également des questions pour Jean. Si tu restes assis là toute la journée, je suis sûr que tu n'as même pas la possibilité d'épuiser toutes les questions. Je vous dis au revoir. Non, je ne dis pas encore au revoir. Mais on va à Jean de s'exprimer. Le temps que s'il y a encore des questions, il nous reste 30 minutes pour terminer cette session. Mais merci déjà pour toutes les questions qui sont posées. Ça inspire à d'éventuels futurs webinaires pour essayer d'apporter des réponses à ces questions. Donc, Jean, est-ce que tu peux... D'accord. Oui, bonjour. Alors, il y a une question qui m'a été adressée. Tu as fait allusion aux pertes énormes de l'Afrique. Alors, existe-t-il des actions visant à recouvrer ces pertes? Ne serait-il pas opportun pour Publish What You Pay de regarder cette piste? Oui, bien évidemment, l'Afrique en perd énormément et ça, les études le démontrent. Maintenant, est-ce qu'il est possible de récupérer ces pertes-là? Oui, il est possible parce que nous avons nos différents pays qui ont ratifié certainement la Convention internationale sur la corruption, la Convention des Nations Unies. Et cette Convention des Nations Unies met en place des dispositions de recouvrement. Et ces dispositions de recouvrement, comme vous le savez, ne sont pas toujours, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ne sont pas toujours aisé pour nos États. Vous pouvez suivre le cas du Nigeria qui avait entrepris de recouvrer les dollars que le gouvernement Abacha avait spoliés de l'État à un moment donné. C'est des pistes qui existent, c'est des mécanismes qui existent à travers le mécanisme des Nations Unies, le recouvrement des avoirs. Mais là, il faudrait que nos États aient des engagements à pouvoir faire de manière à utiliser ces mécanismes-là. Ça existe certainement. Maintenant, au niveau de Publish What You Pay, je pense que le fait que nous ayons déjà intégré dans notre plan de la vision 2025, je crois qu'il y a une orientation qui a été prise dans ce sens et nous allons commencer à développer cela à travers aussi le mécanisme ETI que nous avons évoqué tout à l'heure qui fait du travail à son sens dans le sens de plus de transparence, puis de réconciliation sur les chiffres, ainsi de suite. C'est déjà de bonnes initiatives et cela nous permettrait éventuellement à donner un coup de main à nos pouvoirs publics qui ont cette autorité-là pour engager ce genre de mécanisme. Oui, par rapport à un accord de double imposition ou non-imposition entre le Kenya et l'île Maurice, est-ce que vous pouvez expliquer un peu les tenants et les aboutissants d'un tel accord? En réalité, le gouvernement kenyan a voulu mettre en place une place financière en Afrique de l'Est
avec cette intention, j'allais dire, de faciliter les mouvements d'argent de manière à pouvoir bénéficier de la juridiction mauricienne qui présente pas mal d'avantages pour les opérateurs qui veulent pratiquer, disons-le comme ça, de l'évasion fiscale. Mais malheureusement, les organisations de la société civile kenyane et de l'Afrique de l'Est ont été très vigilantes et ont tiré la sonnette d'alarme et ont porté cette affaire en justice. Ça a pris le temps que ça a pris, mais finalement, la justice a donné raison aux organisations de la société civile kenyane dans le sens du respect des principes des droits humains, parce que le gros plaidoyer que la société civile kenyane a porté, c'est que ces argents qui vont et dont l'État ne bénéficie pas portent un gros coup sur les droits humains des populations, comme on l'a dit, qui sont dans la pauvreté. Donc, la convention de double imposition, de non-imposition du tout avec l'île Maurice, entre l'île Maurice, avait cet objectif-là de favoriser l'évasion fiscale à travers un ensemble d'organisations, d'entreprises. Voilà ce que l'on peut en dire, mais comme je l'ai dit, on va vous télécharger le document et vous pourrez lire cela de manière approfondie. Une autre question pour son intervention, j'aimerais savoir s'il n'y a pas possibilité de considérer. Oui, il y a des possibilités de considérer les lois destinées à attirer les investissements. Vous savez, tous nos États, vous avez posé la question à Edis tout à l'heure. En réalité, quand vous regardez les multinationales, c'est parce que nos États sont tout simplement frileux devant les multinationales et commencent à présenter des avantages qu'ils peuvent offrir parce qu'ils veulent des investisseurs, ils veulent de l'investissement. Mais en réalité, l'investisseur, quand il vient, il est très sûr qu'il va faire du bénéfice. Et il se fiche même pas mal parfois des avantages que vous pouvez présenter parce que lui, il a un arsenal, un ensemble de mécanismes, un ensemble d'acteurs derrière lui qui vont certainement fouiller dans votre législation pour comprendre par où ils doivent pouvoir passer pour réaliser ce qu'ils sont venus réaliser. Donc, les lois qui donnent des avantages, on doit pouvoir les regarder et les adresser parce qu'en réalité, dans la coopération, chacun cherche son intérêt. Et nous devons nous mettre dans une position où nous négocions de manière à mettre en avant nos intérêts, pas nécessairement en allant offrir des avantages tout de go, parfois qui n'ont véritablement... Ah, la connexion est partie. Oui, je crois le vidéo. Donc, on peut considérer ces lois qui garantissent, je dirais, les comptes. Oui, nous pouvons donc considérer ces lois qui attirent ou qui présentent des avantages au niveau des investisseurs étrangers. Là, apparemment, nous avons quelques soucis techniques. Parce que je crois ici. On vous entend très bien. Ah d'accord, merci beaucoup. Donc, je disais que les lois qui présentent des avantages au niveau des investisseurs étrangers dans nos pays, on doit les regarder. On doit véritablement les considérer parce qu'il y a un fort lien entre les investissements directs étrangers et les flux financiers illicites. On doit d'ailleurs même, comme l'a dit Idriss à un moment donné, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir au niveau des actionnaires ou bien au niveau de ceux qui apportent de l'argent dans ces investissements, que l'on soit sûr que ce n'est pas des véhicules de flux financiers illicites, ce n'est pas des réseaux dans lesquels les entreprises vont certainement manipuler des investissements qui ne pourront pas bénéficier au pays. Oui. Il faut lire la question pour que tout le monde sache expliquer qu'est-ce qu'il s'agit. Oui. Alors, une question. Pour le cas de cet accord de non-imposition, est-ce que la question n'avait pas été discutée au niveau des parlements de ces pays, par exemple?
Oui, on peut dire que c'est des questions qui passent généralement au niveau du Parlement, mais comme vous le savez aussi, au niveau des parlements africains, les parlements sont généralement, j'allais dire, liés par la discipline du parti au pouvoir ou bien de la majorité, et bien souvent les parlementaires laissent passer ces choses-là. Oui, oui, dans le souci de marquer un score en faveur. T'entends pas, t'entends pas. Voilà, nous sommes de retour après. Allô? Vous nous entendez? Oui, oui, bien sûr. Ah, désolé, nous sommes de retour après quelques Problème d'Internet. problèmes d'Internet. Voilà, si on réussissait à capter tous les impôts, toutes les taxes, on aurait certainement une connexion de bien meilleure qualité. Ouais. Voilà, donc, Jean, je vais Oui, te laisser poursuivre, mais il y avait la question qui t'était ouais, adressée était la suivante. ouais. La faiblesse des gouvernements. La faiblesse des gouvernements, la faiblesse de la gouvernance minière africaine n'est-elle pas liée quelque part au déficit informationnel, structurel de la société civile? Oui, Idriss vous a évoqué tout à l'heure les dispositions qui peuvent exister dans le cadre de la signature d'une convention où nous avons une asymétrie d'information entre les deux bénéficiaires qui sont le gouvernement et l'entreprise. Ça aussi, il faut le dire qu'au niveau des organisations de la société civile, bien qu'il y ait cet écart-là, mais nous commençons à prendre conscience parce que même au niveau des États, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui ont nos pleins pouvoirs en matière de gestion des ressources publiques,
Mais vous vous rendez compte que nos États ne sont pas toujours en capacité, nos administrations, pour être bien précis, et nos gouvernements. De la même manière qu'au niveau des organisations de la société civile, il se met en place un nivellement qui va dans le sens de mettre en capacité les différents acteurs que nous sommes sur le plan législatif et sur le plan opérationnel, institutionnel. Donc, à ce niveau, oui, il y a un certain déficit et c'est ça qui fait des programmes comme ceux que nous sommes en train d'amorcer dans le sens de mettre en capacité les uns les autres et que ce soit des questions discutées de manière tout à fait objective et constructive. Merci aux conférenciers, les présentations et les réponses aux questions. Le sujet est vraiment actuel. Nous devons agir localement et au niveau global pour atténuer les effets de ces flux financiers à nos États pour nous sommes aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait, c'est ça l'enjeu que nous voulons exprimer ici, c'est-à-dire que nous tous, nous devons mettre la main à la pâte pour que, au niveau africain, parce que ce n'est pas un problème singulier, j'allais dire en Guinée, au Niger ou au Cameroun, mais c'est un problème continental et comme Idriss l'a dit tout à l'heure, le souci d'harmonisation doit être quelque chose de prépondérant de manière à ce que nous puissions parler d'une seule voix ou d'une même voix vis-à-vis de ces acteurs qui sont très forts face à nos États, j'allais dire, très faibles et qui pensent qu'en présentant des facilités, ces facilités-là pourraient bénéficier à nos différentes économies, mais que non. Troisième question. Nous sommes aujourd'hui à la troisième génération des codes miniers en Afrique. Malheureusement, pas grand changement. Or, ce changement est venu du fait que les États, dans leur regain d'orgueil, ont décidé de sortir du joug du colon. Pourquoi jusqu'ici les actions lambinent encore? Oui, troisième génération des codes miniers. Oui, quatrième génération même, souffle Eric à côté, des codes miniers. Mais comme vous le constatez, pourquoi est-ce que les actions lambinent encore? Je pense qu'il faudrait que nous, au niveau des organisations de la société civile, en utilisant un certain nombre d'outils que nous avons déjà, Idriss a dressé un ensemble d'outils produits et présentés par Tax Justice Network, et des initiatives telles que l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, Open Government Partnership et autres. Nous devons faire pression de manière à ce que ces outils-là soient adaptés ou adoptés au niveau de nos États et que les États puissent se réveiller. Je crois que si nous ne faisons pas du travail de veille constamment, nos gouvernants qui seront en place pourront tout simplement se dire qu'ils ont de la paix à pouvoir gérer, mais nous devons leur faire pression. Alors, nous arrivons pratiquement au terme de nos échanges. Je ne sais pas si, Idriss, tu as peut-être des commentaires à ajouter, à faire encore. Si c'est le cas, je te prie de venir un dernier mot. Mais j'aimerais peut-être que l'on insiste encore, que l'on revienne sur qu'est-ce que l'on peut faire. Parce que je pense que c'est le nœud du problème. C'est tout l'intérêt même de ce webinaire. C'est un fait. Les flux financiers existent. Des rapports existent, des études sont faites. On a identifié un ensemble de besoins. Alors, j'aimerais vraiment que pour le laps de temps qui nous reste, que nous essayions un peu de réfléchir sur des pistes. Est-ce que tu peux un peu encore revenir sur les solutions que tu as proposées, les recommandations, les pistes d'action possibles et peut-être creuser davantage, peut-être revenir encore également sur les outils qui existeraient et qui pourraient aider les uns et les autres à attaquer sous le bon angle la question des flux financiers. Ok, merci Eric. Alors, comme je disais, déjà, je dis bonjour à Kaboré, qui est le président du groupe d'action pour la justice fiscale, je crois, au Burkina. Il fait un très gros boulot et bravo à toi. Et aussi à tous les membres des OSC qui nous écoutent. Alors, ce que je vais dire, c'est que finalement, aujourd'hui, je pense, et ça se met en place de plus en plus,
c'est que les ONG, les OSC ne doivent plus travailler en rang dispersé. On voit aujourd'hui Oxfam qui met ses forces avec Tax Justice Network, avec ActionAid, afin de mener ce qu'on appelle des actions concertées. Je pense que si nous parvenons déjà à mettre ensemble nos forces, je ne sais pas, je sais pas si vous êtes amateur de films de fiction, mais ça me rappelle un peu le film Les Quatre Fantastiques, qui pour combattre un ennemi, se sont mis ensemble, ont mis ensemble leurs forces pour combattre l'ennemi. Parce que l'ennemi est très puissant et il n'est pas seul. En fait, l'ennemi en face de nous, c'est un peu comme le Cerbère de l'époque antique. Il y a pratiquement 8 têtes. Donc, quand vous croyez que vous avez combattu une tête jusqu'à l'achever, les autres têtes prennent le relais. Donc, c'est pour ça que la grande chose que nous devons faire, c'est nous mettre ensemble, réunir nos forces. Imaginez un peu que le peu de budget que nous avons chacun dans son OSC, que nous réservions 20% de ces budgets pour les causes communes, pour les combats communs. Vous verrez qu'on aura une plus grande voix. Rien que les membres de la société civile africaine, c'est plus de 100 000 personnes. 100 000 personnes, c'est suffisant pour pouvoir soulever une problématique. Et il ne faut pas négliger la plus petite action. Je vais vous commenter une actualité. Lors du sommet du G7, tout le monde a parlé de la forêt amazonienne, la forêt amazonienne qui est en train de brûler. Mais nous, à l'agence Ecofin, le journal pour lequel je travaille, nous avons décidé de parler des forêts africaines qui sont brûlées et dont personne ne parle. Nous avons été très agréablement surpris d'apprendre que le président Sassou Nguesso, qui, bien que taxé de dictateur, a été reçu en France en tant que président de la commission du bassin du Congo et qu'un accord de 65 millions d'euros a été signé en faveur de cette forêt. Vous voyez, donc c'est des petites choses comme ça que nous pouvons faire et nous ne devons pas négliger. La grande chose à faire, le saut du futur, c'est de se mettre ensemble. C'est de pouvoir se retrouver comme ça parce que la technologie le permet, échanger, pas seulement moi qui vous explique, mais vous aussi qui me partagez vos expériences, qui me dites ce que vous avez noté chez vous, parce que je suis sûr qu'en me nourrissant de votre connaissance, je pourrais mieux affûter mes armes au Cameroun. Donc voilà un peu ce que je peux dire, Eric, en plus de ce que nous faisons déjà. Merci, merci Idriss. Merci aux nombreux amis, collègues de la société civile, ONG, universitaires. Et vous êtes tellement nombreux à être connectés. Merci d'avoir pris le temps d'être parmi nous durant cette heure, 1h15. On avait prévu faire 1h30, mais nous avons pu essayer de condenser un peu tout ceci. Donc, toutes les communications, le webinaire est enregistré. On vous enverra l'enregistrement par email. Vous aurez tous les supports. Vous aurez cette présentation de Idriss qui met gracieusement à notre disposition. PowerPoint, je dois préciser que ce PowerPoint a été préparé par l'équipe de Tax Justice Network. Donc, c'est vraiment un document de qualité. Nous vous invitons à l'utiliser. Vous verrez à l'intérieur beaucoup de liens qui vous renverront vers des sites internet, des plateformes, des supports qui pourront davantage étayer votre compréhension sur le sujet. Je tiens également à remercier tous les collègues de PSQPE qui sont mobilisés. Alex, salut, super, pour rendre tout ceci possible. À Demba également, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et à vous tous, merci, un grand bravo à vous également pour votre contribution. Les questions étaient extrêmement pertinentes, extrêmement intéressantes, ça nous interpelle et nous pensons que nous avons l'obligation de renouveler ce genre d'exercice. Je ne saurais terminer sans vous présenter nos excuses pour les nombreux soucis techniques que nous avons pu rencontrer. Cela est dû au fait que nous soyons dans un pays sous-développé. Est-ce qu'en voie de développement? Non, mais nous espérons qu'avec le combat que vous menez, que nous menons, nous pourrons faire en sorte que dans un futur certain, des choses iront dans... Donc, merci une fois de plus à avoir répondu nombreux
à ce webinaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.